Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Morinière. Bonjour et bienvenue Mathilde. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Plutôt bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop content d'avoir cette discussion avec toi. On n'a jamais échangé personnellement ensemble. On a déjà un petit peu collaboré puisque j'ai déjà proposé en boutique certains de tes jeux. On y reviendra. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu de discussion personnelle. Mais je lis ta lettre de la sorcière moderne et du coup, je trouve ton approche du tarot. Et bon, je vais pas spoiler trop, mais on en parlera tout à l'heure. Déjà, pour commencer, commençons par le commencement. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne te suivraient pas sur les réseaux sociaux, comment tu pourrais brièvement te présenter ton activité? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, je suis ravie qu'on puisse avoir cette conversation ensemble aujourd'hui. Et alors, pour me présenter, moi, je suis tarologue. J'utilise le mot tarologue. Je suis aussi professeure de yoga à Marseille. Mon activité de tarot, je la fais surtout en ligne. J'ai créé une formation en ligne pour apprendre à lire les cartes. Je propose des séances de tarot, euh, pareil, plutôt à distance. Euh, propose aussi des cercles, des espaces collectifs pour lire les cartes et faire d'autres choses. J'écris la lettre de la sorcière moderne sur Substack. Je suis actuellement en train d'écrire un livre sur le tarot qui est inspiré justement de cette lettre. Voilà, et du coup, j'aime bien me décrire un peu comme, j'aime bien utiliser ce mot de sorcière, parce que je trouve il implique différentes dimensions qui sont importantes pour moi. La dimension du care, du soin. La sorcière, pour moi, elle prend aussi soin des autres, elle a ce rôle dans sa communauté. La dimension féministe, parce que moi, c'est une figure qui peut être que féministe. Et puis, la dimension spirituelle, cette relation, ce lien à l'invisible. Voilà, parfois, pour résumer ce que je fais, je dis que je suis sorcière. C'est... Trop bien. J'ai plein de d'angles d'attaque. Je ne sais par quoi commencer. J'ai envie de commencer juste par une petite curiosité personnelle. Tu es prof de yoga. Comment tu as découvert le yoga? Quel type de pratique tu as? Parce que bah moi j'ai vécu en Inde pour celles et ceux qui me suivent et qui le savent. Donc c'est vrai que je pratique aussi le yoga. Pas autant que je le voudrais, mais un petit peu quand même. Et donc c'est vrai que c'est une discipline qui me tient à cœur. Donc je serais curieux d'avoir ton ressenti là-dessus et comment toi tu appréhendes du coup le yoga. Est-ce que c'est juste une pratique? Est-ce que tu l'intègres dans une philosophie de vie, dans une spiritualité, etc. Alors, comment j'y suis arrivée? Alors déjà, j'ai commencé à faire du yoga, moi, tout simplement parce que ma mère en faisait. Donc, dès toute petite, elle me faisait faire quelques mouvements de salutation au soleil le matin. Et ensuite, moi, à l'origine, j'étais naturopathe. Je travaillais comme naturopathe, j'ai travaillé assez longtemps en herboristerie. Et je trouvais que la naturopathie, c'était parfois, ça manquait un peu d'ancrage, ça manquait un peu d'outils concrets. Quand je voyais des personnes en consultation de naturo, voilà, c'est beaucoup de blabla, on parle, on analyse, on décortique. Et j'avais envie d'avoir un outil, on va dire, un peu plus concret. Donc je suis vraiment arrivée au yoga par le côté presque, je sais pas si on peut dire thérapeutique, mais oui, vraiment, ce qui m'intéresse dans le yoga depuis le début, c'est son impact sur le mental. En fait, et même moi, dans ma pratique, j'ai commencé par pratiquer la méditation, le pranayama, le côté purement physique, un peu sport entre guillemets. Voilà, du yoga, ça n'a jamais été trop ce qui m'intéressait. Voilà, moi, j'avais vraiment envie d'apprendre ça comme un outil corps-esprit, que ce soit pour moi ou pour les autres. Du coup, je me suis formée ensuite pour devenir prof. Et puis depuis, comme souvent, on n'arrête jamais, on continue de se former à gauche, à droite. Et du coup, mon approche, elle est très. Alors, j'enseigne du hatha, du vinyasa, du yin, mais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est toujours de mettre au centre donc ouais, vraiment cette approche corps-esprit, le yoga que j'essaye de transmettre. Pour moi, le but, c'est vraiment
De se détendre déjà, tout simplement. Si on arrive à faire ça, c'est déjà c'est déjà bien. Et puis d'accéder de revenir aussi à ce yoga qui à la base est aussi un outil de libération. Donc pour moi, c'est aussi une forme de libération euh, peut-être du joug de son mental, d'arriver à prendre un peu plus de distance avec ses pensées, d'arriver à mieux accueillir ses émotions. Voilà, donc c'est tout ça qui m'intéresse et que j'essaye de transmettre aussi dans mon enseignement. Dans une de tes lettres, tu parlais de présence, d'être dans l'instant présent, d'être présent à soi. Du coup, le yoga, pour toi, participe de cet exercice, même si j'aime pas trop ce terme-là dans ce contexte. Ah ouais, ah ouais, 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 100%. Je pense que c'est un des trucs qui est précieux avec le yoga. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les gens se rendent pas forcément compte dans le sens qu'ils vont arriver par le yoga en se disant, bah, ah, j'ai mal au dos ou j'ai besoin de m'étirer. Et puis, il y a un studio de yoga à côté de chez moi. Et au final, ils se font un peu happer par cette pratique qui est par essence beaucoup plus profonde et spirituelle. Et déjà, juste le fait de franchir, enfin d'arriver dans un cours de yoga et puis juste de s'asseoir et de commencer à observer sa respiration, de commencer à observer ses sensations, c'est déjà énorme en fait. Dans le monde dans lequel on vit, où tout va toujours voilà, hyper vite, où notre attention elle est complètement c'est devenu une marchandise voilà que se disputent les marques, les réseaux sociaux, etc. Donc il y a quelque chose de déjà de très puissant pour moi de juste voilà s'arrêter, ralentir, juste écouter son souffle, ses sensations, revenir dans son corps aussi et revenir dans oui dans l'instant présent tout simplement. Ouais. Est-ce que tu as une approche énergétique aussi du yoga ou pas du tout? Euh, bonne question. Peut-être pas directement, pas dans le sens de vraiment du hatha yoga, de le côté chakra, visualisation, euh, mantra, etc. Je pense aussi parce que, je sais pas, peut-être j'ai jamais eu de bons profs à ce niveau-là, tout simplement. Je trouve que c'est compliqué voilà, d'avoir un enseignement fiable et pas complètement n'importe quoi et complètement voilà juste New Age complètement déconnecté à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi moins accessible pour les gens. Moi, j'aime bien transmettre des choses qui sont très accessibles. Il y a plein de techniques de yoga plus avancées, par exemple, que j'enseigne jamais, parce que bah voilà, j'ai envie de garder quelque chose de très, oui, très inclusif. Et mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intrigue moi, mais c'est pas quelque chose que j'enseigne parce que tout simplement euh, je saurais pas l'enseigner. Pour moi, il y a un truc, c'est forcément énergétique le yoga dans les ressentis qu'on va avoir. Mais je me sens pas forcément à l'aise de transmettre des techniques précises énergétiques, quoi. C'était un peu ma question subsidiaire. Toi, dans ta pratique du yoga, tu sens qu'énergétiquement, il se passe aussi des Ouais, choses. ouais. Bah oui, je pense que ça fait partie. Enfin, pour moi, le côté énergétique, il fait partie de. Enfin, l'être humain, c'est voilà, on a un corps physique, on a un corps énergétique, on a un corps mental, un corps spirituel. Bon, voilà, tout ça, ça a plusieurs noms. Mais cette énergie, à nouveau, dès qu'on commence à ralentir et juste à prêter attention, on la sent. Et dans la pratique du yoga, on la sent aussi circuler. On sent des endroits qui peuvent être bloqués, des endroits qui peuvent se libérer. Donc tout ça, c'est voilà, c'est très. Ça peut être aussi très très personnel. Pour moi, c'est plus lié au ressenti. Voilà. C'est plus quelque chose, je, je laisse venir, quoi. Je pratique le yoga, puis je vois ce qui se passe, mais j'essaie pas forcément directement, avec des techniques précises, de me dire je vais amener l'énergie là ou là. C'est plus je vais tout faire circuler, et puis j'observe, quoi. Oui, sans forcément chercher à comprendre, à y mettre justement le mental, la tête dont on parlait Ouais, tout à l'heure. ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais un lien dans tes pratiques entre tarot et yoga ou c'est vraiment deux pratiques distinctes? Je fais des liens, bah d'ailleurs je fais des ateliers tarot yoga de temps en temps, là j'en ai fait un ce week-end avec une amie. Pour moi, ce qui relie les deux, c'est justement cette présence et cette ouverture.
Je trouve que la pratique du yoga, bah, ça prépare bien un tirage de tarot, dans le sens que moi, dans tous les cas, que ce soit pour moi ou quand je tire les cartes à d'autres personnes, je commence toujours avec un moment pour se recentrer. Toujours avec un moment d'ancrage, quelques respirations, voilà, ramener le regard vers l'intérieur, venir vraiment s'ancrer, s'ancrer, s'ancrer. Et du coup, le yoga, il permet bien de faire ça, de venir s'ancrer et en même temps s'ouvrir pour être plus réceptive après aux messages que peuvent nous apporter les cartes et puis aux messages qu'on peut recevoir de notre intuition. Et voilà, pour moi, c'est ça le lien aussi que je fais à nouveau, cette présence qui nous permet de ouais, plus ouverte à des messages, que ça vienne des cartes ou non, quoi. Ouais, en t'écoutant, j'ai vraiment eu cette sensation aussi de, en fait, plus on est présent à soi, et en fait, plus on est présent au monde, alors que dès qu'on est complètement déconnecté de soi, en se disant, oui, moi j'accorde tout mon attention à l'extérieur, mais en fait, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ouais, pour moi, je pense vraiment, bah, c'est cette histoire aussi de, voilà, quand on dit l'intime et politique, moi, je relis ça aussi à ça. Pour moi, de l'introspection, c'est un excellent moyen de commencer à interroger aussi le monde dans lequel on vit. Parce qu'en fait, quand on devient plus consciente de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances, de ce qu'on ressent, bah, on peut commencer à questionner pourquoi est-ce qu'on ressent tout ça, qui a mis ces pensées, ces croyances-là, qui, comment est-ce que les systèmes nous impactent personnellement. Donc pour moi, quand on est voilà, déconnecté de soi-même, on est déconnecté des autres et puis du monde aussi en général, parce que ça, voilà, on n'a pas cette relation directe qui nous permet de sentir les effets de ce monde dans notre corps, dans notre chair, dans notre esprit, quoi. Parfait, t'as mis les pieds dans le plat, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, après 10 minutes, c'est OK, on a eu le temps de se préparer avec la petite séance de yoga. Maintenant, on passe... Bah, si t'avais d'autres questions, vas-y, hein, Non, non, mais c'est trop bien. Moi, je me laisse toujours porter par... je prépare jamais rien, je me laisse toujours porter par la discussion. Et justement, bah, cet aspect collectif, cette remise en question, ou en tout cas ces interrogations que tu portes sur la société, sur le politique, politique au sens de bah, vie en société, hein, de vie de la cité. C'est justement ce que tu abordes dans la lettre de la sorcière moderne. Et je trouve ça hyper intéressant puisque tu te bases sur une carte de tarot pour en fait ouvrir son interprétation à un niveau collectif. Alors on pourrait se dire que beaucoup font ça quand les gens font des lectures collectives, mais en fait la plupart des lectures collectives sur YouTube ou autre, finalement elles s'adressent à chaque individu. C'est une lecture collective mais individuelle au niveau collectif. Alors que toi vraiment tu apportes un regard et une interprétation au sens du collectif. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. ouais, carrément. Bah oui, c'est l'idée. Pour moi, le tarot, c'est une façon d'apprendre ça revient à ce que je disais juste avant. Pour moi, le tarot, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Hein, la question qui est un peu au centre du tarot, c'est ce fameux qui suis-je? Et puis le tarot, je le vois un peu comme une carte du monde, aussi bien de notre monde intérieur que du monde voilà, au sens large, en le sens que bah, voilà, souvent on dit que dans les 78 cartes, il y a toutes les expériences humaines qu'on pourrait vivre, toutes les énergies, toutes les valeurs, enfin voilà, tout ce qui constitue notre monde. Et très souvent, bah, c'est abordé d'une façon qui est oui, très individuelle et puis très dépolitisée, quoi. Dans le sens, voilà, si on a une carte qui parle d'estime de soi, euh, donc oui, par exemple, je sais pas, l'empereur, voilà, qu'on peut associer à l'estime de soi, à la confiance en soi, ce genre de choses, la sécurité intérieure. Bah souvent on adresse ça comme c'était une problématique et purement individuelle. Voilà, il faut cultiver sa confiance en soi, etc. Grâce au développement personnel, à la thérapie, etc. Alors qu'en réalité, bah c'est une problématique qui est très politique, la confiance en soi. Notamment parce que bah voilà, on est dans une société qui a tendance à casser la confiance, l'estime de soi des personnes sexisées, des personnes racisées, de façon parfois très organisée, très institutionnalisée. Hein, donc voilà, c'est pas
c'est pas une surprise pour personne si enfin, voilà, si je dis que les femmes, par exemple, ont tendance à avoir beaucoup moins confiance en elles que les hommes, enfin, c'est quelque chose qu'on constate en général, voilà, que sans même avoir besoin d'études de sociaux ou quoi derrière, on se rend, on se rend bien compte de ça. Du coup, pour moi, voilà, imaginons, on prend la carte de l'empereur et qu'on commence à parler de confiance en soi, de tous ces thèmes, bah, on peut pas en parler sans prendre aussi ça en compte, quoi. Et l'histoire individuelle des personnes, parce qu'évidemment, il y a ça aussi hein, qui rentre en jeu. Mais ces personnes, elles évoluent au sein de systèmes. Et, euh, et du coup, il y a un impact aussi voilà, du collectif sur leur estime d'elles-mêmes, sur comment elles se sentent, quoi. Donc c'est un peu ça que j'essaye de faire, quoi, à chaque fois relier les thèmes, oui, on va dire les thèmes qui sont traditionnellement reliés aux cartes et de voir en fait comment est-ce que ces thèmes, c'est pas seulement des problématiques individuelles, mais aussi qui sont reliées ouais, au système dans lequel on vit, à quelque chose de plus large, quoi. Il y a une de tes dernières lettres qui m'avait pas mal marqué puisque tu parlais, c'était l'as de coupe que tu avais tiré. Je sais plus pour quel mois, octobre ou novembre. C'était le mois dernier, c'était novembre, ouais. Novembre et c'était bon, je prends les coupes parce que c'est forcément une suite qui me parle, le salon des arcanes s'étant appelé précédemment roi de coupe, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant où tu parlais, tu faisais le parallèle entre colère et tristesse, comment la colère s'exprime est beaucoup plus valorisée finalement que la tristesse, alors que la tristesse est parfois beaucoup plus salutaire que la colère, même aussi au niveau du système nerveux. Tu parlais du système nerveux. Je sais pas si tu veux en parler pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, expliquer peut-être un peu plus comment tu as abordé ce sujet-là comme exemple. Ouais. Ouais, bah alors rapidement pour l'histoire du système nerveux, en gros, donc peut-être vous connaissez déjà ces termes-là, mais on a deux branches dans notre système nerveux automatique, le sympathique, le parasympathique. Une branche qui gère l'action, voilà, c'est le système lutte ou fuite. Une branche qui gère plus le repos, la récupération. Et l'émotion de la colère, bah, elle va plus activer le système nerveux de l'action, de l'urgence, parce que c'est une émotion qui est faite pour nous mobiliser, pour soit lutter, soit fuir, enfin en général plus se lutter avec la colère. Et la tristesse, bah, c'est un peu des rares émotions qui activent le système nerveux parasympathique, donc qui active le système de la détente, du repos. Donc peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti aussi après avoir voilà, pleuré ou d'un moment où on est très triste. Ça a un peu des effets similaires à justement une séance de yoga ou une pratique de relaxation. Alors pas forcément aussi agréable, mais une bonne crise de larmes comme ça, on peut après avoir envie de dormir ou juste sentir on n'a pas d'énergie. Donc c'est intéressant de voilà de voir que cette émotion elle a un effet qui est en fait qui est calmant. Et ce que je disais aussi, bah, je vais peut-être pas refaire toute la lettre, mais ouais rapidement sur la colère et la tristesse, c'est que voilà la colère, bah du coup elle nous invite plutôt à l'action, donc c'est très valorisé. Il y a aussi un aspect genré là aussi, hein, où la colère euh, elle est plus ok pour les hommes. Enfin, la colère est plus associée aux hommes, la tristesse est plus associée aux femmes. Et la colère est souvent du coup plus valorisée, c'est vu comme quelque chose, voilà, bah, au moins une force motrice. Bon, ça dépend, valoriser, ça dépend chez qui, enfin, voilà. Alors que la tristesse, bah, c'est vu comme une énergie, un peu une marque de faiblesse, voilà, quelque chose de l'ordre de la passivité, la résignation, donc ce genre de valeurs qui sont pas forcément valorisées. Alors que cette tristesse, bah, elle a la capacité de nous permettre voilà, de nous régénérer et puis surtout de lâcher prise, de passer à autre chose. Hein, parce que c'est ça le message de la tristesse. Chaque émotion, elle cherche voilà, à nous amener quelque part, elle a un message à nous apporter. La tristesse, elle nous aide à faire le deuil de quelque chose, elle signale qu'il y a une perte ou un manque et elle nous permet voilà, de lâcher prise. Et quelque chose qu'on a peut-être pas mal de mal à faire aujourd'hui. Donc je pense que ouais, cette émotion, elle est intéressante à vivre individuellement et aussi collectivement, parce qu'il y a un côté très tabou aussi avec la tristesse, c'est quelque chose qu'on garde pour soi.
La colère, c'est plus quelque chose, on peut voir dans la rue quelqu'un s'énerver ou crier, même si pendant des manifestations politiques, les gens vont crier ensemble, il y a quelque chose de plus, de moins choquant, on va dire, alors que la tristesse, on voit jamais des groupes de personnes pleurer ensemble dans la rue, ça paraîtrait hyper bizarre, ça mettrait tout le monde hyper en inconfort total, alors que pourquoi en fait, tout le monde ressent de la tristesse, donc pourquoi est-ce que c'est aussi tabou, quoi. Voilà, je m'arrête là pour pas refaire toute la lettre, mais allez la lire. Oui, parce que du coup, c'est une newsletter, mais qui est aussi disponible en format d'article sur Substack, tu disais. Substack, ouais, c'est ça. Substack, qui est une plateforme du coup. Oui, c'est une plateforme qui est entre un peu le blog, la newsletter, dans le sens que, et le réseau social, mais ça je m'en sers un peu moins, mais dans le sens que voilà, c'est des newsletters, mais après elles sont disponibles du coup sur voilà, mon espace sur Substack, on peut lire toutes les Et anciennes on newsletters. invite à aller lire et du coup à avoir une grille de lecture différente sur chacune des cartes que tu tires au fil des mois. Tu dirais que tu as une approche militante dans ta pratique, dans tes enseignements, dans ton approche même du tarot? Militante, je sais pas. Je pense que le mot que j'utilise le plus maintenant, c'est voilà, politisée ou consciente ou engagée. Il y a un aspect peut-être de d'activisme quand même, mais j'utilise pas trop le mot militant parce que pour moi, c'est encore un truc à part. Mais tu vois, tu me poses un peu une colle parce que c'est, enfin, je veux dire, c'est justement quelque chose auquel je réfléchis. Mais non, ouais, j'utilise pas trop je me dis pas militante parce que pour moi, il y a des personnes qui sont, j'ai pas envie de voler ce terme, j'ai envie de dire des personnes qui sont vraiment actives dans le militantisme de façon, enfin voilà, qui dédient beaucoup de temps, d'énergie à des causes. Moi, ça reste mon travail. Voilà, ça reste quelque chose que je fais aussi de façon lucrative, on va dire. Même si ça va au-delà de ça, hein, parce que clairement, je le fais aussi parce que c'est quelque chose qui me paraît, parce que je ne pourrais pas ne pas le faire, ça me paraît, voilà, hyper essentiel et ça fait partie de moi. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère dire, c'est plutôt, c'est mon travail, mais je le fais avec une approche plus politisée, plus voilà, engagée, plus consciente. Donc il y a un aspect militant, mais c'est pas du militantisme, quoi. Voilà. Je me permettais de poser la question parce que tu en parles dans une de tes lettres aussi de cet engagement et de ce militantisme. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu abordes le collectif, mais toujours en revenant à toi, en revenant au soi, alors que t'es pas juste dans cette démonstration de colère, par exemple, ou de vindicte populaire, où on accuse l'extérieur, le monde, la société de tous les maux. T'as toujours ce retour quand même, ce recul déjà, ce recul et cette nuance, je trouve qu'ils font du bien dans ces périodes où on a tendance à tendre quand même très fortement vers le radicalisme, hein, d'un côté ou de l'autre du prisme politique. Toi, tu gardes quand même, je trouve, cette nuance, ce juste, d'une certaine façon, un juste milieu et surtout ce retour à toi. Je sais pas si ça te fait sens ce que... Ouais, ouais, carrément. Après, je me considère quand même comme plutôt radicale, mais dans le sens de voilà, hein, de radical, d'aller prendre quelque chose aux racines, quoi. D'aller vraiment questionner la base, l'origine aussi de ce qu'on vit aujourd'hui, et aller chercher à arracher les racines et pas juste à couper un petit peu la surface. Mais oui, non, je trouve ça important encore une fois, relier l'intime et le politique, l'individuel et le collectif, parce que très souvent, les gens font l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il y a soit on va être dans des pratiques de bien-être purement individualistes, voilà, justement ça peut être le yoga, le tarot, l'astrologie, voilà un peu tout. On s'intéresse à son bien-être individuel sans questionner le politique. Et de l'autre côté, je vois aussi que dans les espaces justement plus militants, là, on n'est que tourné sur voilà, le collectif, la société, les systèmes qui nous entourent, sans forcément se remettre soi-même en question ou aller vraiment
vraiment regarder en soi. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, l'introspection, c'est une compétence qui est politique aussi, en fait. Je pense que c'est ça qui nous permet aussi, comme je disais, et de capter vraiment l'impact des systèmes sur nous, sur nos émotions, sur notre vie. Ça nous permet aussi de prendre conscience de nos biais, hein, aussi de nos préjugés, voilà, des biais, des croyances qu'on peut avoir intériorisées. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux approches qui souvent sont séparées, et pour moi, ce serait intéressant enfin, et pour moi et pour plein d'autres personnes, hein, je suis pas la seule à penser ça, évidemment. Notamment, je suis beaucoup inspirée par les écoféministes qui ont aussi cette pensée, mais les deux sont pas opposés, quoi. C'est pas d'un côté, soit je m'intéresse qu'à moi et je pense que tout peut se régler individuellement et que rien n'est politique et rien n'est collectif, ou de l'autre, se dire que tout est uniquement voilà, on va dire, tout est uniquement à l'extérieur et que je n'ai pas à voilà, je n'ai pas à me confronter à moi-même ou à apprendre à me connaître moi ou à regarder à l'intérieur, quoi. Pour moi, c'est vraiment les deux sont liés. Je vais refaire encore le lien avec la lettre de la sorcière moderne, et après on passera à d'autres sujets, mais tu prenais l'exemple du puzzle en disant, bah moi je suis une pièce du puzzle, et donc bah, en tant que pièce du puzzle à la fois essentielle, et en même temps ça permettait, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et déjà intelligent et intéressant, et ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Tu disais, bah, en tant que pièce du puzzle, je peux pas, moi toute seule, faire le puzzle. Et du coup, ça t'enlevait, tu disais, ça m'enlève énormément de pression sur mon impact et mes actions. Enfin, vraiment, je ne peux que conseiller nos auditeurs et auditrices d'aller lire tes lettres parce que j'ai vraiment trouvé cette réflexion hyper pertinente et intelligente. Ouais, je crois que je disais ça quand je parlais justement de militantisme et du fait que parfois on ressent beaucoup de culpabilité, beaucoup d'impuissance, ce qui est normal, mais qui est aussi très individualiste dans le sens que on se sent impuissant parce qu'on a l'impression que on devrait être en train de tout régler, enfin qu'on serait capable de sauver le monde. Parfois on entend cette phrase-là, mais voilà, je pourrais être en ce moment en train de sauver les enfants en Afrique et puis je suis là. Enfin voilà, et quelque part on culpabilise aussi parce qu'on a un ego un peu trop gros où on a l'impression que nous tout seuls on pourrait tout régler. Alors qu'en réalité, bah, c'est beaucoup plus puissant et c'est aussi beaucoup moins paralysant de se dire, ouais, je suis qu'une pièce du puzzle et mon but c'est de m'imbriquer dans ce puzzle, de voir là où, voilà, où j'ai un rôle à jouer, mais aussi de conscientiser le fait qu'on va y arriver, on peut que y arriver à plusieurs, quoi. Ça peut que être un mouvement collectif, qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire seul en fait, on a besoin des autres. Et du coup, c'est en même temps, ça nous redonne du pouvoir de se dire, voilà, je suis comme une pièce du puzzle, le puzzle a besoin de moi. Et en même temps, bah, ça nous enlève le poids du monde sur les épaules, de se dire, voilà, je devrais tout faire seul ou ça ne dépend qu'à moi de sauver le monde, quoi. Exactement, trop bien. Donc hyper intéressant. Donc on renvoie soit sur ta newsletter, soit Substack. Ok. Je mettrai tous les liens de toute façon dans le descriptif de l'épisode. Je me suis rendu compte là, depuis qu'on discute à plusieurs reprises, de l'importance de la sémantique pour toi. Sur le terme de tarologue, t'as fait cette petite réflexion en disant oui, j'emploie ce terme de tarologue, le terme de sorcière, le terme de radical. Du coup, alors radical, tu nous l'as expliqué, mais par exemple pour sorcière et tarologue, je veux bien que tu les définisses un petit peu plus, même si sorcière, tu as déjà commencé à donner quelques caractéristiques, mais que tu nous donnes un petit peu plus de ta vision sémantique de ces termes. Et pourquoi cette réflexion de oui, je me revendique tarologue, comme si c'était presque un gros mot. Non, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Non, j'ai plus dit ça dans le sens que chacun a un peu ses termes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent le terme cartomancien ou cartomancienne, par exemple. Euh, ouais, souvent c'est ça. Non, non, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette précision à ce moment-là. C'était plus dans le sens que chacun a un petit peu ouais, sa façon de peut-être se décrire. Peut-être parce que le tarot, c'est important pour moi. Les cartes, j'aime ça en général. J'utilise aussi des oracles. J'ai même co-créé un oracle. Mais j'ai quelque chose de particulier avec le tarot qui va au-delà de juste l'utilisation
enfin, l'utilisation des cartes, se tirer les cartes, mais qui est vraiment, je m'intéresse beaucoup aussi à la structure du tarot, à l'histoire que le tarot nous raconte, l'évolution qu'il y a entre les différentes cartes. Enfin, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai fait que j'ai appuyé sur le mot tarot. C'est pas juste l'utilisation des cartes, c'est vraiment aussi l'étude du tarot en tant que support de compréhension du monde. Voilà. Et par rapport à sorcière, ouais, bah comme je disais tout à l'heure, voilà, ces différentes dimensions de care, féministe, et en même temps spirituelle. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc, c'est toujours un peu provocateur de dire sorcière, ça fait toujours un peu réagir. Il y a des personnes que ça fait un peu peur, des personnes voilà, qui comprennent pas trop, des personnes qui du coup trouvent ça pas sérieux. Je pense qu'il y a, voilà, il y a un petit côté provoque aussi, qui est important pour moi, dans le sens, c'est aussi un de mes combats, on va dire, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est démocratiser ou démystifier la spiritualité, l'invisible, de montrer pourquoi est-ce que c'est politique, pourquoi est-ce que le fait de taire ces pratiques ou de les rendre honteuses, cachées, bah, c'est aussi politique. Ça sert aussi une certaine vision du monde. Ouais, enfin, peut-être pour expliquer que je veux dire par là, c'est peut-être un peu abstrait. Bah, le fait que en France, peut-être particulièrement, on a ce côté très rationnel, très cartésien, voilà, la raison au-dessus du corps, et puis il y a une idée de vouloir dominer le corps, et puis par extension de dominer aussi le monde, hein, puis le monde vivant, puis les autres. C'est quelque chose qui est venu aussi cette vision du monde voilà, très matérialiste, très désenchantée. C'est aussi quelque chose qui est venu complètement taire la parole bah, des sorcières notamment, hein, des personnes qui avaient avant cette relation beaucoup plus forte à l'invisible, à leur corps, à leur communauté. C'est aussi une vision qui est très occidentale, très coloniale, hein, parce que c'était aussi une façon de dévaloriser des pratiques plus traditionnelles, des pratiques animistes, une vision du monde, voilà, beaucoup plus teintée, on va dire, de croyances. Et même ça, c'est perçu voilà, de façon négative. Quand on dit teintée de croyances, on a l'impression que ça veut dire voilà, un truc absurde, alors que pour moi, on a tous et toutes des croyances. Donc voilà, enfin pareil, j'ai l'impression que sinon je peux partir dans très longtemps là-dessus, mais Ah ben, on peut, hein, moi, avec grand plaisir, hein. Tu sais, les formats de podcast, chez moi, c'est 1 heure et demie, 2 heures, hein, donc on est large. ouais, non, mais en tout cas, voilà, pour revenir à ce terme de sorcière aussi, le fait que ce soit justement un terme qui pourrait être moqué, qui pourrait être ne pas pris au sérieux, pour moi, c'est important, de la même façon que voilà, la spiritualité, toutes ces pratiques-là, c'est souvent un peu moqué. Aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas voilà qui est pas rationnel, qui est pas scientifique et du coup que ça n'aurait pas de valeur. Et voilà, j'essaie de synthétiser un peu ce que je disais avant. Et du coup, cette vision du monde aussi qui est très scientiste, qui est très voilà, ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement n'a pas de valeur. Bah, c'est une vision du monde qui est aussi très capitaliste, très occidentale, très blanche aussi. Oui, pour moi, voilà, c'est pour ça que c'est aussi politique de revendiquer justement la spiritualité comme quelque chose qui n'est pas honteux, qui n'est pas tabou et de pouvoir utiliser ce mot de sorcière comme ouais, quelque chose qu'on assume, quoi. Pour toi, du coup, la spiritualité, c'est avoir ce lien à l'invisible, ce lien à plus grand que justement ce monde matériel dans lequel on vit et dans lequel politiquement, sociétalement, on essaie aussi de nous enfermer. Bah, c'est une très bonne et très large question que je me pose aussi souvent de voilà qu'est-ce que c'est la spiritualité et puis souvent j'essaye justement de redéfinir un peu ce que je mets derrière ce terme. Il y a de ça, ouais, je pense que clairement il y a cette connexion à l'invisible, remettre du sens, remettre aussi de la magie même dans la matière. C'est-à-dire que moi la spiritualité que je pratique ou voilà qui me parle, c'est vraiment cette idée d'immanence,
hein, cette idée que voilà, le divin, la conscience universelle, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, la source, elle est partout dans le monde autour de nous, dans tous les êtres vivants, dans les plantes, dans les éléments, dans notre corps, etc. Et que tout ça, c'est pas juste des choses, voilà, vides de sens, que le corps, c'est pas juste une machine, que le monde vivant, c'est pas juste un stock de ressources à exploiter. Donc c'est une façon de, voilà, remettre du sens et de la valeur sur le monde qui nous entoure. Et ouais, je crois qu'au final, ma définition actuelle de la spiritualité, c'est que c'est une vision du monde. Voilà, c'est même j'y pensais il y a pas longtemps. Au final, souvent on confond spiritualité et pratique. On a l'impression que voilà, être spirituel, ça veut forcément dire bah oui, je sais pas, j'ai des cristaux et puis oui, je médite, je fais du yoga et tout ça c'est hyper important. Hein, ces pratiques, voilà, elles font aussi partie de la façon dont on noue cette relation à notre spiritualité. Mais la spiritualité en elle-même, pour moi, c'est plus une vision du monde qui s'incarne tous les jours, à chaque instant, quoi. Moi, je suis pas tout le temps à faire, enfin, je passe pas mes journées, voilà, à méditer, euh, à faire des pratiques. Mais par contre, ça va être, je sais pas, juste ouais, d'avoir un lien avec ce qu'on mange. Genre, par exemple, voilà, pour moi, manger bien aussi, boire assez d'eau, c'est une façon aussi une marque de respect envers mon corps et du coup envers le vivant. Donc c'est une sorte de, voilà, ça peut devenir une sorte de petit rituel, une façon d'honorer la vie en soi, puis d'honorer son corps. Donc c'est vraiment des petites choses du quotidien qu'on peut voir différemment. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est changer de perspective, en fait, sur tout ce qu'on fait au quotidien, sur voilà, la façon dont on prend soin de soi, sur nos relations. Hein. Pour moi, c'est beaucoup ça, à partir du moment où on se dit que euh, bah, qu'on fait tous partie, justement, un peu d'un même tout, d'une sorte d'âme. On est tous des petites fractions d'une âme universelle, et ben on commence à voir les autres personnes aussi différemment, et à leur accorder plus, peut-être plus de valeur, plus de respect aussi, à soi-même et aux autres. Donc ouais, vraiment pour moi c'est changer sa perspective sur le monde. En filigrane, j'ai l'idée d'amour inconditionnel qu'a popé dans ma tête. Ça correspond à ta spiritualité, à ta vision de ce monde. Hmm. Bah, c'est marrant parce que du coup la lettre sur l'as de coupe là dont tu parlais, voilà, je parlais un peu d'amour inconditionnel dedans et au final c'est pareil, c'est un terme avec lequel c'est pas forcément un terme que j'utilise le plus. C'est quelque chose sur lequel je sais pas, plus je réfléchis. Mais oui, il y a de ça. Enfin, il y a quand même de ça dans le sens d'une sorte de, ouais, cette idée de respect, l'amour comme une sorte aussi de respect, voilà, de revalorisation et de voir tout ce qui nous entoure comme faisant partie de nous. Pour moi, c'est aussi ça, c'est que voilà, le paradigme dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très individualiste, qui est très matérialiste, bah du coup, on se voit comme des êtres isolés. Hein, on a l'impression voilà, qu'on est chacun un peu dans notre coin, qu'on n'est pas reliés. Alors qu'en réalité, bah, comme on l'a dit avant, hein, nos existences, elles sont directement interconnectées aussi, rien que par le fait qu'on vit voilà, dans des systèmes, en fait, qui du coup peuvent nous influencer de façon similaire aussi. Donc, et littéralement, nos existences, elles sont connectées. Même, je sais pas, enfin là, exemple tout bête, mais la planète, enfin voilà, la crise écologique, bah, on voit bien que les conséquences écologiques aussi qui sont liées bah, justement au système, au capitalisme, etc. Aujourd'hui, bah, c'est un impact qui est global et qu'on peut pas juste se soucier de soi dans son coin sans prendre en compte ça. Et attends, je me suis perdue dans ma question. On parlait de quoi? Ah oui, d'amour inconditionnel. Ouais, donc cette forme de respect pour la vie, ouais, pour tout ce qui vit, et puis cette notion de tout est moi et je suis tout quoi. Et qui pour moi justement nous pousse aussi à aimer tout ce qui nous entoure, à aimer le monde. Bah, encore faut-il s'aimer soi-même, mais en se disant bah voilà, c'est pas moi versus les autres.
C'est tout et moi, et puis du coup, bah, je vais tout aimer comme je m'aime moi, quoi. Et je vais tout respecter comme moi je me respecterai, et tout traiter comme moi je me traiterai, que ce soit d'autres personnes ou que ce soit voilà, des plantes, des animaux, tout ce qui vit, quoi. C'est alors hyper intéressant et effectivement on pourrait creuser, en parler. Après on rentre dans des concepts qui sont de plus en plus évanescents aussi, mais c'est vrai que cet amour inconditionnel, ça fait aussi partie de mes croyances spirituelles et de ce vers quoi je cherche à tendre. Hein. Je pense que est-ce qu'on peut atteindre l'amour inconditionnel dans une incarnation terrestre? C'est la grande question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Parce que on le voit, on a parlé de militantisme, on a parlé d'engagement politique, enfin d'engagement politique ou pas politique d'ailleurs, mais même si à mon avis c'est quand même plutôt relié. Mm. C'est parfois difficile d'être dans cet état d'acceptation, d'amour inconditionnel face à des injustices, des violences, euh, toute cette dégradation écologique. Donc c'est une démarche, j'allais dire confrontante, oui, probablement, et en tout cas qui nécessite beaucoup de discipline et d'engagement également. Oui. Ouais. Après, je pense, pour moi, justement, quand je parle d'amour inconditionnel, ça veut pas dire qu'on est tout le temps dans une espèce d'état d'amour euphorique. Enfin, je pense pas que ce soit possible, et ni que ce soit forcément euh, souhaitable, dans le sens que, voilà, on parlait des émotions tout à l'heure. Bah, la colère, je pense qu'elle est hyper importante. La tristesse, je pense que c'est hyper important aussi. Toutes ces émotions, elles sont valables, elles sont nécessaires. Pour moi, cette idée de... Enfin, en tout cas, moi, quelque chose qui m'aide à ressentir peut-être cet amour, c'est de continuer à cultiver l'émerveillement aussi pour le monde. Et là, la spiritualité, justement, pour moi, elle est hyper importante, parce qu'en fait, quand on commence à capter tous les liens, à capter toute la magie qui nous entoure, à capter toutes ces choses, ouais, qu'on ne voit pas mais qui sont autour de nous, euh, tout ce mystère aussi, hein. Il y a une part de mystère qui pour moi c'est important qu'il y ait du mystère, et c'est chouette de pas tout comprendre, et ça cultive aussi justement cet émerveillement. Donc il y a ça qui aide, et puis il y a le fait de se rappeler à nouveau, enfin voilà, et là je parle vraiment aussi de moi, que tout est cette vision systémique, quoi. C'est-à-dire que même des personnes pour qui je vais avoir euh, je sais pas, quand je pense à Trump, par exemple, c'est compliqué de ressentir de l'amour, voilà, pour donner un exemple concret. Mais même Trump, je peux me dire, bah voilà, mais Trump, c'est aussi le fruit du système dans lequel on est. C'est pas un démon en soi, c'est pas, enfin voilà, c'est pas. Je crois pas aux mauvaises personnes, que les personnes vont naître et être directement, voilà, des mauvaises personnes qui auraient des bonnes et des mauvaises. Je pense que même les pires personnes sont sur Terre, bah, elles sont le fruit ouais, des systèmes dans lesquels on vit, et du coup de quelque chose qui est à nouveau, qui est collectif, quoi. Moi, en tout cas, voilà, le fait de voir les choses comme ça, bah, ça m'aide un peu à dézoomer, au lieu de peut-être de nourrir de la haine, de me dire bon bah non, en fait, pour plus qu'il y ait de Trump dans le futur, bah il faut qu'on change, on change les systèmes, quoi. C'est ce que j'allais dire. En fait, un personnage comme Trump, pour citer cet exemple-là, il en existe malheureusement encore bien d'autres, nous pousse aussi à retourner le regard vers nous et à nous positionner, à poser peut-être des limites, à voir enfin, quelle part de respect pour nous-mêmes, jusqu'où on peut aller, peut-être aussi nous pousser à cet engagement vers autre chose. Ouais, ouais, carrément. Oui, oui, parce que voilà, hein, l'idée c'est pas de se dire justement j'aime tout le monde et j'accepte tout, hein, pas du tout. Encore une fois, je trouve ça très sain de ressentir de la colère, je trouve ça très sain voilà, de vouloir se protéger. Euh, Enfin, plus que sain, même ouais, nécessaire, quoi. Attends, j'ai perdu le fil à nouveau, c'était quoi On parlait du C'était... fait de tourner le regard vers soi, finalement, même quand on est confronté par des personnages
avec autant de pouvoir et qui ont des comportements ou qui mettent en place des politiques de peur, de rejet, de discrimination, d'injustice. Ouais, ouais, bah c'est voir comment soi on peut prendre. Il y a cette fameuse phrase de Audre Lorde, qui est une militante, qui était une militante états-unienne afroféministe, prendre soin de soi, c'est un acte. Alors je la cite mal, mais je crois que c'est que prendre soin de soi, c'est un acte d'autopréservation et c'est un acte politique. Hein, donc évidemment que bah, toutes ces personnes, toutes ces choses toutes les injustices, les oppressions, les violences qu'on peut vivre, bah, elles nous poussent aussi à. Enfin, en tout cas, c'est important de conscientiser les effets qu'elles ont sur notre vie en tant qu'individu, et puis trouver des moyens de voilà de prendre soin de soi, de se protéger. Mais là aussi, pour moi, c'est quelque chose de très collectif. Hein, on parle voilà beaucoup de self-care. Mais le community care, c'est tout aussi important. Hein. C'est comment est-ce que les communautés, elles prennent soin des leurs. Et c'est aussi un peu détruire ce mythe comme quoi on pourrait, on en parlait aussi tout à l'heure, mais on pourrait y arriver seul, quoi. À nouveau, vu que nos existences, elles sont reliées, que l'être humain, c'est un être qui est social par essence, qui est relationnel, bah, voilà, on a besoin des autres. Et ça aussi, ça nous aide à sortir aussi de ce paradigme justement d'individus isolés, un peu moi contre le monde, quoi. Et c'est aussi hyper réconfortant dans les moments, bah, justement, où il y a autant de choses horribles qui se passent sur Terre, et qu'il y a autant de violence et d'injustice. Moi, je pense que vraiment le meilleur remède, c'est les relations. En ce moment, c'est ouais, de construire des communautés, de remettre des valeurs comme voilà l'entraide, le soutien, l'écoute, hein, ces choses-là au centre, quoi. Et d'aller, alors je sais, pour le coup, je sais plus si c'était dans une de tes lettres ou pas, où tu suggérais de recréer du lien autour de soi. Alors je sais pas encore une fois si c'est dans une de tes lettres ou ailleurs que je l'ai lu, mais où bah, l'invitation a été aussi qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que moi je participe à créer du lien autour de moi, avec mes voisins, avec mes proches? Donc ouais, hyper important. Ouais, bah ouais, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose de central. Et à nouveau, on revient à ce truc je pense peut-être j'en parlais aussi quand, dans cette idée de militantisme, où souvent militantisme, on imagine que c'est quelqu'un, enfin, on a cette image de, voilà, un peu le guerrier qui va au combat. Alors, on peut imaginer, je sais pas, même avoir des images de la Révolution française debout sur les ruines de la Bastille, j'en sais rien, mais un truc voilà très héroïque comme ça, d'aller au front. Euh, Alors que en réalité, je pense que il y a besoin de personnes qui vont aussi au front. Il y a besoin d'actions directes. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion pour le moment. Mais il y a surtout besoin derrière de construire un mouvement de fond et de voilà de changer de paradigme, d'aller vers quelque chose beaucoup moins individualiste, beaucoup plus collectif, de reconstruire des relations, de reconstruire des communautés, ce qui fait on est beaucoup plus fort, quoi. C'est cette idée toute bête, hein, mais on est plus fort ensemble. On vient créer une sorte de tissu comme ça voilà, une sorte de hamac de protection qui nous permet et de résister ensemble et de progressivement changer aussi la façon peut-être dont on se perçoit justement en tant qu'individu et dont on perçoit les autres. Et c'est quelque chose qui est pas qu'on a du mal à faire dans notre société. Même moi, hein, mais ça passe par des choses toutes bêtes, hein, bah oui, tu parlais des voisins, par exemple, ça, tu vois, on parle pas trop à ses voisins, on n'a pas envie d'être embêté. Je lisais, il y a la lettre de Ayesha Khan, donc qui écrit aussi sur Substack, sa lettre s'appelle Cosmic Anarchy. Il parlait de voilà de tous ces petits, qui écrit beaucoup sur justement ces idées de communauté. Il parlait qui citait tous les petits exemples justement qui sont en fait qui montrent notre individualisme aussi. Elle disait par exemple l'idée aujourd'hui que quelqu'un vienne sonner chez nous à n'importe quel moment, on voit ça comme un truc.
horrible. Je presque envie de dire en particulier si on est un peu introverti, voilà, de se dire, même des amis, hein, mais on n'a pas envie d'avoir nos amis qui passent à n'importe quel moment pour sonner. En bah là, tu fais quoi? On boit un café. Et voilà, elle disait par exemple que ça aussi, bah, c'est une forme d'individualisme en fait dans une société où on vivrait en communauté, on ne serait pas tous dans des petits appartes séparés, aussi clos où on peut, où on vient vraiment, ouais, la sphère du privé, la sphère du public est très très séparée quoi. Et en fait, ce serait beaucoup plus ok de manger ensemble, que n'importe qui passe à n'importe quel moment. Ouais, on cuisine ensemble, on partage des choses du quotidien et pas juste on se rejoint 2 heures le week-end pour boire un verre et puis le reste du temps, on est seul chacune dans nos vies, quoi. C'est hyper intéressant, ça me renvoie moi à des réflexions et des expériences des prises de conscience assez récentes sur à quel point je pouvais être fermé au mouvement de la vie finalement. Ce mouvement de la vie, d'accueillir ce qui se présente et où en fait j'étais dans une réaction bah, ce que tu décrivais. Non, si quelqu'un vient sonner chez moi à 21h, où je suis probablement déjà en pyjama dans mon lit ou devant la télé, et où en fait la première réaction, ça serait une réaction de peur ou d'ennui, d'agacement, alors qu'en fait, pourquoi juste ne pas accueillir, a fortiori dans l'exemple que tu décrivais où ce seraient des amis, des proches, d'accueillir en fait cette invitation de la vie, ce mouvement de la vie, et où finalement, bah, en ayant ce rejet, on se coupe de ce mouvement de la vie. Ouais. Ouais, parce que c'est très lié aussi à notre rejet de l'imprévu. Hein, c'est justement, et pour moi, ça revient à cette vision du monde, justement très matérialiste, très scientifique, où du coup tout pourrait être contrôlé, tout pourrait être prévu. Pour moi, le fait qu'il y ait autant d'anxiété dans le monde aussi aujourd'hui, c'est très lié à ça, hein, parce que l'anxiété, c'est un désir de contrôle sur le monde, sur les circonstances. On a cette croyance en nous qu'on pourrait tout contrôler, qu'on pourrait nous protéger de n'importe quel danger, de n'importe quel imprévu, en venant vraiment organiser notre vie de façon voilà quadrillée. Telle heure je fais ça, et puis ensuite je fais ça, puis après j'irai faire ça. Et quand il y a un imprévu, bah souvent ça nous dérange énormément. Même si on est voilà dans la rue. Et moi-même la première, hein, je suis dans la rue, je vais quelque part, il y a quelqu'un qui m'arrête pour me parler, me dire un truc, même si je suis pas pressée, même si j'ai pas un train à prendre, voilà, c'est peut-être encore autre chose si vraiment on doit y aller, mais même si en soi, ouais, je suis pas pressée, j'avais pas prévu ça. Et puis voilà, j'avais fait mon petit plan dans la tête de voilà comment je voulais que ma journée se déroule, voilà ce que j'ai prévu, et du coup bah je vais lui dire bah j'ai pas le temps, au revoir quoi. Ouais, on est dans ce truc, on cherche je pense à tout, ouais, à tout contrôler, et puis ça revient à ce côté aussi hyper individualiste où on est concentré sur nous, ce qu'on a envie de faire, voilà, ce qu'on a prévu. Et t'as raison, au final, c'est aussi une façon, enfin, au final, on se ferme complètement au monde en faisant ça, quoi. On est simplement dans une sorte on devient un peu des robots, quoi. Enfin, j'exagère un peu, quoi, mais il y a un peu ce truc-là. On n'est plus en connexion, on n'est plus en relation avec le monde autour de nous, avec les gens qui nous entourent, et on est juste voilà, comme un programme dans notre tête, faire ça, faire ci. Et puis bon, pareil, alors désolé si à chaque fois je pars dans tous les sens, mais j'allais faire un lien aussi avec, bah voilà, le productivisme dans lequel tu vois, dans lequel on baigne, où il y a aussi ce côté, j'ai pas le temps c'est de l'argent, donc là voilà, j'ai des choses à faire, faut que je sois efficace, j'ai pas 1 heure à perdre dans ma journée à parler avec un mec dans la rue, non, non, j'ai des trucs bien plus importants à faire, quoi, mais pas sûr. Ouais, complètement, bah, complètement d'accord. Je te rejoins là-dessus et j'avais parlé enfin, ça m'est déjà arrivé de citer l'exemple de la ressource humaine, de cette gestion des ressources humaines, comme si, bah, l'humain était, enfin, pas comme si, l'humain est devenu une ressource. Son temps, sa force de travail, est devenu une ressource exploitable, puisque par définition, une ressource est là pour être exploitée, exploitable. Comme n'importe quelle autre ressource. Donc, ouais. Exactement, ouais. Mm.
Mais pourtant, c'est tellement plus simple, tellement plus léger et tellement plus beau quand on s'ouvre à ce mouvement. Tu vois, j'y pensais plus, mais dans le fil de la discussion, ça m'a rappelé qu'il y a 2 jours à peine, un dimanche, fin d'après-midi, le moment où en fait tu sors d'un repas de famille, tu as juste envie de te poser, ne rien faire. Et là, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit, oui, je suis pas très loin. Et bah ouais, bah passe boire une tisane, ça va être cool. Et c'était tellement un beau moment finalement, un chouette moment. Donc ouais, s'ouvrir à ce moment-là, finalement, ça fait beaucoup de bien, Ouais. beaucoup de bien. Je voulais revenir brièvement sur le terme de sorcière. Tu as parlé de soins, tu as parlé de féminisme, et j'ai oublié le troisième point dont tu parlais pour définir le terme de sorcière. Le lien à l'invisible. C'est ça, ok. Et est-ce que du coup, parce que dans sorcière, il y a quand même le terme de sorcellerie, est-ce que tu as des pratiques que tu qualifierais de sorcellerie? Ah. Euh, J'en ai eu un peu plus à des moments, mais je pense, un peu comme je te disais tout à l'heure, pour moi, je pense que maintenant je fais plus de la sorcellerie du quotidien. Voilà, un peu, parfois on parle de la Green Witch, qui est, voilà, qui est connectée aux éléments, au cycle des saisons, à la nature, plantes. Je pense que la sorcellerie que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, ça passe dans des petits gestes banals du quotidien, mais sur lesquels je remets du sens ou je remets une symbolique particulière, quoi. Voilà, ça peut être, je sais pas, de boire son thé le matin en venant mettre une intention chargée d'intention, l'eau qu'on va boire. Ouais, comme je disais, pour moi, manger, boire, prendre soin de soi, bouger, c'est aussi une façon, des petits rituels pour nourrir, oui, nourrir la force de vie en soi et puis une forme de respect pour justement pour la vie. Donc ouais, non, aujourd'hui, j'ai pas de pratique plus. Il y a des moments où je faisais plus des rituels un peu plus compliqués, des choses qu'on pourrait qualifier un peu plus voilà, de sorcellerie. Mais maintenant, je le vois beaucoup plus comme, voilà, j'ai une spiritualité qui est beaucoup plus ancrée, ouais, beaucoup plus incarnée. Je pense que pendant longtemps, j'ai été un peu, je pense que comme pas mal de gens, la spiritualité, tout ça, pour moi, ça a été d'abord aussi peut-être une façon de fuir un peu, de justement de me se dire, ce monde, oh là, il est tellement cruel, il est tellement violent, il est tellement absurde, je comprends rien, et du coup, je vais un peu me réfugier dans des mondes imaginaires et dans quelque chose de, oui, très dématérialisé, enfin, et de plus en plus, bah, au final, ça m'a ramené, au contraire, mes explorations spirituelles, elles m'ont ramené dans le corps, elles m'ont ramené dans la vie de tous les jours, je sais pas, je me souviens par exemple une fois j'ai fait une expérience, j'étais dans un état modifié de conscience, voilà où j'étais du coup en train de connecter, enfin je sentais cette connexion à quelque chose de plus grand de moi et au final ce que je ressentais à ce moment-là c'était juste beaucoup d'amour pour ma vie de tous les jours. Ça a fait un truc inverse où en fait d'un coup j'ai ressenti une espèce d'amour de ah mais j'aime trop mes amis, j'aime trop ma maison, j'aime trop cette petite plante verte là sur mon bureau et j'aime trop le soleil sur ma peau et j'aime trop manger des fraises et voilà j'ai eu vraiment une espèce de truc de ouais non en fait c'est ça la vie quoi et j'ai plus envie que ce soit quelque chose pour fuir que ce soit une façon de ouais de me construire une autre réalité et au final de pas vivre à fond mon expérience d'humaine quoi et du coup voilà maintenant je suis moins à l'aise, au contraire, avec les expériences qui vont m'amener un peu loin, me font me perdre pied, et je cherche plus à être vraiment là. Comme on disait voilà, au tout début, à être encore plus présente, c'est encore plus incarnée, encore plus dans mon corps, et encore plus en lien avec ce monde, quoi. Bah, je ne peux qu'être d'accord à 3000%, voire plus, parce que, en fait, c'est ça, c'est cet adage, je sais plus si c'est Alexandre Desjardins qui disait ça, ou qu'en fait, on est des êtres spirituels incarnés pour vivre une expérience terrestre et pas des êtres terrestres matériels faits pour vivre des expériences spirituelles. Et souvent, les pratiques spirituelles de bien-être,
ben il y a une forme, comme tu disais, de fuite, de toujours chercher à aller plus haut, plus loin, du plus extraordinaire. Ma mission de vie fait le lien aussi avec ce qu'on s'est dit, dans le cadre de cette discussion autour du militantisme et de l'engagement, comme si j'étais là pour sauver le monde, pour faire de grandes choses, pour avoir un impact, alors qu'en fait, bah, très probablement, ce qu'on nous demande, c'est juste d'être là, dans l'instant, et de vivre, d'apprécier avec tout cet amour-là, chaque petite chose qui font notre quotidien. Ouais, ouais, exactement. Ouais, je me demandais, toi, est-ce que justement t'as des pratiques spirituelles ou magiques Bah finalement, pas tant que ça, pas tant que ça, mais c'est vrai que j'essaie d'être de plus en plus attentif à ce qui se présente là, à ce que je ressens. Je prends de plus en plus conscience depuis un an ou deux, bah, que tout est dans le corps en fait, que ce corps il est branché et en fait c'est l'antenne, c'est le décodeur à travers les émotions ou les ressentis plus subtils énergétiques. Il est branché et il sait en fait instinctivement quand on est à l'écoute de ce corps, à l'écoute de ses sensations, de ses émotions. En fait, on sait si c'est oui, si c'est non, si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. Ouais. Et en fait, on se coupe de cette écoute par des injonctions, par des obligations, par des conditionnements, par des limitations aussi parfois. Ces croyances que, alors soit l'éducation familiale, sociétale, culturelle nous inculque dès le plus jeune âge, alors que si on est à l'écoute de soi, on sait ce qui est bon pour nous. Mais on s'autorise pas toujours, bah, par peur de décevoir, par peur de pas être à la hauteur, par peur de se couper de ses proches, des autres. Ouais, ouais, 100% d'accord. Ouais. Et ça me fait penser à justement mon approche aussi du tarot quand je tire les cartes aux autres personnes. J'insiste beaucoup sur le libre arbitre et sur le fait que les personnes, elles ont déjà les réponses en elles. Parce que parfois les pratiques aussi comme le tarot, pour moi, ça peut être une façon de déléguer son pouvoir et ça peut être abusé aussi d'ailleurs par certains tarologues, hein, ou voyantes ou quoi. Très souvent en consultation, voilà, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont là, bah, dis-moi ce que je dois faire ou c'est quoi le mieux et moi mon but avec les cartes c'est jamais de leur dire dans le sens de leur je le dis même moi-même, je vais pas vous donner en soi de conseils dans le sens vous dire ce que vous devez faire. Je peux juste vous guider pour que vous alliez vous-même trouver la réponse en vous. Et pour moi, les cartes, elles servent vraiment à ça. C'est-à-dire qu'elles viennent voilà, elles viennent aiguiller pour que la personne puisse connecter à ses ressentis, à sa vérité intérieure, à ce qu'elle sait déjà. Et ça, c'est une des phrases que j'entends le plus à la fin d'un tirage, des personnes qui me disent, ah, mais voilà, en fait, je pense que je le savais déjà, mais juste, bah, j'avais besoin voilà, de validation, j'avais besoin que ça sorte, j'avais besoin d'en parler, de le conscientiser. Et pour moi, c'est exactement ça. Enfin, c'est ma vision, en tout cas, du tarot, et puis des séances, enfin, des accompagnements que je fais avec le tarot. C'est de permettre aux personnes voilà, c'est pas de leur prendre leur pouvoir, au contraire, c'est de leur redonner le pouvoir et leur redonner confiance en leur ressenti et en les choix qu'elles peuvent faire. Et voilà, le tarot, il vient pas nous dire ce qu'on doit faire, hein, il vient juste, voilà, nous montrer la voie vers les réponses qui sont déjà en nous, quoi. Bah, totalement d'accord. Et pour la petite anecdote, j'ai un conjoint qui est pas forcément du tout dans le tarot, même si forcément depuis il s'y intéresse un tout petit peu, qui à chaque fois, enfin, qui ne comprend pas qu'on ait besoin du tarot, parce que c'est quelqu'un quand même qui a, voilà, qui a ce recul sur lui, qui a cette conscientisation, c'est ouvert à cet espace de qu'est-ce que je ressens, pourquoi je réagis comme ça, et qui se pose les bonnes questions. Et du coup, il dit, mais en fait, moi, je n'apprends rien. C'est très bien ton tirage, mais j'ai rien appris. Et je lui dis oui, mais parce que toi, tu as cette conscience-là, tu as ce recul-là. Mais alors que on est encore beaucoup ne pas avoir cette écoute de soi-même. Et donc, c'est là où le tirage et le tarot peut venir aider. Oui, et puis on peut l'avoir sur certains trucs et pas sur d'autres aussi. Il y a aussi parfois des sujets où justement
C'est un peu plus caché sous des couches voilà, de croyances, d'injonctions, de peur, de vraiment de réaliser, de voir les choses en face. Donc ouais, ça dépend aussi des moments. Et puis je pense que ça vient aider dans tous les cas à rassurer, à apporter vraiment de la validation. Moi, il y a plein de moments où en soi, voilà, je sais quelque chose, mais je vais tirer une carte et juste pour avoir une sorte ouais, un petit message d'encouragement de la part de l'invisible, de la part des cartes. Et c'est hyper précieux, en fait, d'avoir ça, quoi. Justement, pour parler tarot, quand et comment le tarot est rentré dans ta vie, toi? Et bah, c'est un ex qui m'a offert un jeu de tarot. Une fois, c'est vraiment arrivé par hasard, c'est marrant. Je faisais déjà un peu de yoga, je faisais de la méditation, j'étais très attirée par toutes voilà, les pratiques spirituelles, bien-être, etc. Et puis un jour, juste, on habitait ensemble, il est rentré, il avait avec un jeu de tarot, il m'a dit, tiens, je t'ai acheté ça. Ça m'a fait penser à toi qui es un peu perché, je suis sûre que ça va te plaire. Et ouais, non, vraiment comme ça. Et j'ai été hooked, comme on dit. J'ai commencé voilà, à regarder les cartes et puis ça m'a fasciné. Voilà, directement, ce côté étude des cartes m'a intéressé. Au-delà de la pratique de tirer une carte, j'avais vraiment envie d'aller comprendre les symboliques, d'aller comprendre les messages, d'aller comprendre la sagesse qu'il y avait derrière chaque carte. Du coup, au début, bah, je les ai juste voilà, regardés et puis j'essayais un peu de comprendre. Et puis très rapidement, je suis allée acheter des livres et j'ai commencé à chercher des ressources pour voilà, vraiment creuser les symboles, les messages de chaque carte. Et puis voilà, ça s'est fait progressivement. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Je tirais juste les cartes pour moi, je tirais les cartes pour des amis, de temps en temps, des petits tirages par-ci, par-là. Après, j'ai commencé à tirer les cartes plus dans des festivals, des événements. Je faisais des petits tirages flash. Voilà, tirage flash, c'est tirage un peu tirage éclair, un peu comme son nom, comme son nom l'indique. Souvent, ça se fait voilà dans des événements. Puis après, bah, j'ai décidé d'aller encore plus approfondir ça. Et puis j'ai commencé à voilà proposer des tirages individuels, des consultations. Et je suis rentrée encore un peu plus dans le terrier du lapin. Et encore, enfin, c'est ça que je trouve fou avec le tarot, c'est que voilà, encore aujourd'hui, je trouve ça hyper riche et je continue d'en apprendre sur les cartes. Alors qu'on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, voilà, ça fait des années que je suis là à écrire, à réfléchir dessus, mais en fait, comme on évolue aussi en spirale, donc en fait, les cartes selon les moments de notre vie, elles prennent des significations aussi différentes. Il y a un aspect qui on va beaucoup plus sentir ou qui va plus nous aider, donc c'est infini, quoi. Tu te rappelles le premier jeu du coup que tu as eu, ce que c'était? C'était un tarot de Marseille de celui de Jodorowsky. Ok. Voilà, peut-être le plus classique. Enfin, j'imagine c'est peut-être le plus vendu en France, je sais pas. Toi qui les vends, c'est quoi ton... Je pense que c'est le tarot de Marseille de Paul Marteau, celui de Grimaud qui est Ah moins ouais, coloré, tu sais, qui est plus en ouais, bleu-rouge. ouais, ok. Celui de Jodorowsky a un peu plus de couleurs, un peu. Mais du coup, moi, c'est vrai que je le trouvais plus attrayant, Hmm. plus attractif, donc je me l'étais racheté aussi. Et aujourd'hui, tu as une pratique plus orientée vers le système Rider-Waite-Smith ou ouais. Ouais, Donc le ouais, tarot de Marseille, tu l'as laissé de côté après? Oui. Pendant très longtemps, j'étais que avec le tarot de Marseille. C'est vraiment... ouais, pendant les 5 premières années, je dirais, c'était uniquement tarot de Marseille. Et puis après, j'ai découvert le Rider-Waite-Smith. Et déjà, j'étais là, ah, mais génial, il y a tout ça de cartes. Parce que le tarot de Marseille, du coup, j'avais surtout étudié les majeurs, quoi. Les mineurs, un petit peu, mais bon, je trouvais ça. J'avais étudié la numérologie, j'avais étudié, voilà, la symbolique des différentes suites. Mais je trouvais ça un peu, dans mes tirages, je trouvais ça quand même compliqué voilà, de tirer avec. Donc souvent, j'utilisais que les majeurs, comme beaucoup de personnes le font avec le Marseille. Et du coup, Rider-Waite-Smith, d'un coup, j'étais là, ah waouh, mais en fait. Ça me rajoute 56 cartes, c'est génial. Et puis je suis aussi très influencée au final. Le Rider-Waite, ça m'a ouvert aussi les portes vers toute l'approche plus qui vient des États-Unis, qui vient d'Angleterre, qui est très différente. En France, on est très tarot de Marseille, bah, c'est notre tarot national. On est très
influencée par l'approche de Jodorowsky, moi j'ai l'impression quand même. On parle souvent directement en France, on parle de Jodorowsky quand je parle de tarot. Et cette approche plus politisée et plus contemporaine, qui est encore assez rare en France, en fait elle est très développée aux États-Unis, elle est très développée voilà, dans d'autres pays anglophones. Et moi, j'ai un peu l'impression d'être enfin pas une des seules, pas du tout. Heureusement, il n'y a pas que moi, mais d'être minoritaire, on va dire, à voir les cartes de cette façon. Alors qu'en fait, clairement, moi, je m'inspire directement voilà, de tarologues, d'autrices américaines, canadiennes, qui ont cette vision des cartes beaucoup plus actuelle beaucoup plus voilà et politisée et contemporaine et introspective aussi. Voilà, le côté voyance, il est très fort en France, je trouve. Moi, c'est moins mon truc. Je préfère voilà l'approche introspective, psychologique. Et voilà, ça, pareil, bah, la plupart des ressources, la plupart des livres que j'ai, en fait, c'est pas des livres français, quoi, sur le tarot. C'est vrai il y a une très forte influence ou réappropriation du tarot, alors du coup du Rider-Waite-Smith, par le prisme de la diversité, qu'elle soit raciale, de genre, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, par des représentations plus féminines, voire féministes, par aussi de la diversité de représentation des formes et des corps. Je pense au Fat Folks Tarot notamment, puisque, petit spoiler, je vais réussir à le récupérer à nouveau en boutique. C'était un des tout premiers jeux de la boutique. J'avais eu en très Oh, très peu wow. d'exemplaires et là je suis trop content de pouvoir le récupérer parce que c'est un collectif associatif qui a créé ce tarot autour de la diversité de représentation des corps. Ah, génial. Donc, et c'est vrai que c'est moins le cas en France, comme s'il y avait une forme de tabou, de respect sacré de l'objet qu'on pouvait pas se permettre de retravailler, de réinventer, de acculturer. J'ai ce terme-là qui me vient. Ouais, ouais, c'est clair et ouais, j'identifie vraiment ça. Enfin, j'associe beaucoup ça en effet avec la France et je dis, je vois les personnes, enfin, la réaction des personnes quand je leur dis que voilà que je fais du tarot, qu'on parle de tarot, ou des personnes, voilà, quand je tire des cartes dans des événements ou des choses comme ça. Il y a un côté, j'ai l'impression que ça a pas trop évolué, c'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est très influencé encore par l'ésotérisme du XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un peu le moment où les occultistes français, voilà, ils ont commencé à travailler avec le tarot comme outil de vraiment de voyance aussi. Et j'ai l'impression que tout ce côté-là très ritualisé du tarot, il est encore très fort. Souvent, on me pose la question, mais ah, mais tu prêtes ton tarot, mais je croyais qu'il fallait jamais le prêter. Ah, mais tu tires pas avec la main gauche. Ah, mais tu... Et enfin, tout ça, je sais pas du tout pour dire que s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de prêter leur tarot, je comprends 100%, hein. Mais comme c'était limite choquant, quoi. Et puis ça paraît encore comme un truc, voilà, de perché ou quoi, alors que je vois bien que dans d'autres cultures, et à nouveau peut-être beaucoup aux États-Unis, il y a un côté beaucoup plus démystifié, beaucoup plus fun avec le tarot. Voilà, on peut l'amener en soirée, se tirer les cartes en soirée. On peut, s'il y a un côté où, je sais pas, même dans des magazines, on va avoir, voilà, le tirage de tarot. Enfin, je sais pas, il y a un truc beaucoup plus, voilà, démocratisé, qui fait beaucoup plus partie de la vie de tous les jours et qui est moins réservé à un cadre d'initié, voilà, occulte, magique, très, très chargé comme ça, quoi. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, tu as une collection de jeux importante ou tu es plutôt minimaliste dans ton approche? Je suis plutôt minimaliste. Je suis, j'en ai quelques-uns quand même, mais franchement, en fait, je tire quasiment toujours avec le même, avec le tarot de la sorcière moderne. Parce que il suit le Rider-Waite-Smith d'origine qui est celui du coup voilà que moi j'étudie, mais juste c'est une revisite qui est beaucoup plus inclusive comme tu disais en termes de voilà la représentation des corps, des genres, oui enfin voilà couleur de peau, forme des corps, voilà beaucoup plus inclusif alors que dans Rider-Waite-Smith tout le monde est blanc et mince et hétéro aussi apparemment. Donc ouais, le tarot, la sorcière moderne, je l'aime bien pour ça, mais je suis attachée en fait au Rider-Waite-Smith. J'ai un peu du mal avec les tarots où les illustrations sont très éloignées du Rider-Waite-Smith parce que à nouveau,
voilà, en dehors de l'objet, je suis attachée au système Rider-Waite-Smith. Mais bon, j'en ai quand même quelques-uns et j'essaye un petit peu de m'offrir justement, de sortir de mon obsession, parce que c'est riche aussi parfois bah voilà, d'avoir d'autres illustrations, d'avoir d'autres interprétations de la carte. Mais je suis, du coup, comme je connais bien les cartes du Rider-Waite-Smith, je suis très tatillonne. C'est-à-dire que je vais aimer que les tarots où c'est c'est assez proche, pas dans l'illustration, mais dans le message, voilà, de la carte. J'ai l'impression que parfois les tarots qui ont été illustrés par des personnes qui connaissent pas bien le tarot, ça me gêne un peu plus. Ça me gêne. Je sais pas si c'est ça le mot, mais voilà, j'ai un peu plus du mal parce que j'ai l'impression que ouais, ça s'éloigne du système qui est important pour moi, quoi. Moi, je comprends tout à fait. On approche de la fin. Je voulais te demander, du coup, tu as créé deux jeux, Mm. un tarot d'arcane majeur et un oracle. Du coup, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est présenté ces projets-là? Ce sont des auto-éditions. Comment tu as géré cette auto-édition? Bah déjà les deux c'est des co-créations et en fait c'est vraiment c'est important parce que c'est né vraiment de rencontres et d'envie de collaboration. Le premier c'est l'oracle des plantes et j'ai créé ça avec une amie Diana Krich qui est naturopathe et herboriste et Victoria Dorsch qui est une illustratrice et c'était vraiment voilà une envie de d'associer et avec Diane on avait envie de bah, d'avoir un comment dire d'associer en même temps notre amour des cartes et des plantes des plantes médicinales et puis on est toutes les deux très fans du style euh, du style d'illustration de Victoria. Du coup on lui a proposé voilà d'illustrer ce jeu. Et le deuxième, bah pareil, c'est une co-création avec mon copain qui est graphiste. Et à nouveau, c'est venu vraiment juste d'une idée de genre, ah mais toi, t'es graphiste, t'aimes les beaux objets, voilà, et faire des créations graphiques. Et puis il travaille beaucoup avec la typo aussi, donc ça l'intéressait de travailler ça. Et moi, je suis tarologue. Est-ce qu'on pourrait pas créer un truc tous les deux, quoi? Donc voilà, les deux jeux, c'est venu d'une envie de créer des choses ensemble. Euh, et bah, l'oracle des plantes, le fait d'être trois, je pense que ça aide aussi dans le sens que du coup on le distribue tous les trois. Déjà, on a pu financer à trois l'impression, quoi. Surtout la première impression qui fait un peu mal. Et puis voilà, on le distribue toutes les trois. Moi, je le vends sur mon site internet, Victoria aussi. On le vend pas mal à des boutiques. Je sais que Diane, elle le distribue beaucoup dans des herboristeries. Beaucoup d'herboristeries qui lui achètent parce elle travaille en herboristerie aujourd'hui. Et pour Another Tarot, on a fait un Kickstarter pour financer la première impression. Et voilà, et pareil, je le vends sur mon site, je le vends aussi un peu à des boutiques. C'est un tarot qui est en anglais et en français, du coup, lui, je le vends un peu partout. Justement, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a presque mieux marché aux États-Unis, au Canada, même on me l'a commandé voilà, au Japon. Vu que c'est un tarot qui est très moderne, qui est très 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 différent de voilà du tarot de Marseille, de ce qui se fait, enfin du style plus traditionnel de tarot en France. Voilà, il marche bien ailleurs. Bon, il marche bien aussi en France, mais par exemple, je le vends à Arthazar. Je sais pas si tu vois qu'il y a une boutique qui vend beaucoup des beaux livres, enfin des livres autour de la photo, de l'art à Paris. Et il y a beaucoup de touristes qui l'achètent là-bas. Il y a apparemment beaucoup de touristes asiatiques notamment. Donc ça me fait rire parce que même en France, limite, c'est pas les Français qui l'achètent, quoi. Effectivement, bah, j'ai eu la chance d'avoir les deux en boutique aussi et l'Oracle des plantes va revenir. Je sais plus si je suis Ouais. en stock du Another Tarot ou pas. Mais c'est vrai que l'Oracle des plantes a beaucoup mieux fonctionné. Je confirme que ce soit en salon ou en ligne. Et puis enfin les deux sont incroyables, mais c'est vrai que l'Oracle des plantes, de par ses couleurs, il plaît énormément. Même sur le côté texturé des cartes sableux, non? C'est comment on appelle ce côté
je sais Je sais plus, pas le terme. euh, mais qui est très cartonné, mais cartonné texturé. Enfin, vraiment, il est très, très original, très beau. Ouais, Et, joli. et les personnes qui connaissent un petit peu, ce qui n'est pas mon cas, l'herboristerie, la naturopathie, toutes les personnes que je connais m'ont dit qu'il était vraiment très pertinent. Ouais. Et en tirage, il est aussi toujours très, très efficace. Oui. Ouais. Ouais, ouais, non, il a beaucoup de succès. Franchement, je comprends parce que voilà, déjà, il est trop beau. Et puis, c'est vrai qu'il est hyper justement accessible. Vu que le style d'illustration de Victoria, bah voilà, c'est très pop, c'est très coloré, un côté un peu enfantin. C'est pas un tarot qui fait peur, quoi. C'est pas un tarot, enfin, un jeu de cartes, voilà, impressionnant avec des images très sombres. Il est très joyeux. Et il est très ludique aussi, c'est comme ça qu'on l'a pensé, voilà, que ça puisse aussi être un outil pour apprendre. On a écrit un petit livret avec où on parle, voilà, des plantes médicinales, donc on l'a pensé aussi comme une façon ouais, d'en apprendre plus, de se familiariser avec les plantes médicinales. Donc ouais, non, il marche très bien et je comprends pourquoi. J'en suis très fan aussi. J'ai vu hier que tu as publié sur Instagram pour annoncer que tu arrivais au bout du stock du Another Tarot. Ouais. Ouais, bah, ouais, ce que je disais, c'est un style d'impression qui est très très particulier avec Another Tarot, qui est une impression avec un marquage à chaud d'un film argenté avec des presses traditionnelles. Et donc c'est ce qui donne un toucher qui est vraiment unique aux cartes et puis voilà un style graphique qui est sublime, voilà. Bon, je dis ça parce que c'est beaucoup plus le travail de mon copain que de moi, hein, le côté visuel. Et oui, malheureusement, du coup, ça fait que les coûts de production sont assez élevés voilà, pour réaliser ça. Et donc, ouais, là, je me suis un peu posé la question de est-ce que je le continue? Est-ce que j'essaye voilà, de trouver cet argent pour financer la prochaine impression? Et puis, il y a une partie de moi où je me suis aussi dit, puis voilà, j'en ai parlé avec mon copain et on s'est... euh, lui, il est moins attaché aussi, il est plus dans l'idée de c'était un projet cool justement à faire tous les deux. Et puis maintenant, tous les exemplaires qui ont été vendus, ils ont leur petite vie à eux. Mais en fait, c'est OK si ce projet il se termine et puis peut-être qu'on en créera un autre ou créera autre chose à un autre moment. Et c'est vrai que moi j'aime bien créer des trucs et ça veut pas forcément dire qu'après, voilà, enfin ça me va aussi de les laisser partir quoi. Ça me va aussi de me dire. Voilà, ça a été un beau projet et puis là, ça fait moins de sens, c'est beaucoup d'argent. Comme je disais, il se vend quand même bien, mais bon, pas au point que ça me finance la nouvelle impression. Les librairies aussi, elles sont un peu, je le vends pas mal dans les librairies et les librairies, elles sont un peu en galère en ce moment. Donc elles prennent aussi des marges plus grandes, donc ça devient moins intéressant aussi financièrement pour moi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, si jamais il vous intéresse, sachez que, enfin, je ne sais pas quand cet épisode sortira, peut-être qu'ils seront déjà tous partis, mais il reste seulement quelques exemplaires et il y aura a priori pas de nouvelle impression, à part si d'un coup il y a une demande de fou, que vraiment il me manque trop et que je me motive à refaire une impression, quoi. Et tu parlais, je sais pas si tu vas pouvoir nous en dire un peu plus, tu parlais de l'écriture d'un livre. Ouais. Bah, ce que je peux dire, c'est que c'est basé. Enfin, l'idée, c'est de reprendre un peu justement ce que je fais avec les lettres de la sorcière moderne. Donc, c'est un livre pour apprendre à lire le tarot, voilà, un manuel classique pour apprendre à lire donc le Rider-Waite-Smith, les 78 cartes, mais de façon justement et mise au goût du jour, on va dire un peu dépoussiérée, aussi bien au niveau des stéréotypes de genre qu'il peut avoir dans les cartes, voilà, par exemple l'impératrice, l'empereur, les rois et les reines du tarot. Enfin voilà, l'idée c'est de le rendre plus inclusif et oui, voilà, dépoussiérer un peu des stéréotypes. Et chaque carte est reliée du coup à des enjeux actuels, politiques, sociaux, euh, pour que ce soit un outil d'exploration de soi, mais aussi de compréhension du monde euh, dans lequel on vit, quoi.
et de libération même, j'ai envie de dire. C'est une démarche personnelle et en auto-édition ou... C'est une démarche personnelle, mais qui sera pas en auto-édition a priori. Mais ça, je peux pas trop encore en dire plus. Enfin, voilà. Rien n'est Ouais, bien sûr. rien n'est encore signé ou quoi. Bah, trop bien. Bah ouais, bah j'espère que ça va justement bien se dérouler, et qu'il aura du succès et Chouette une projet. longue vie devant lui. Ouais, merci. Trop bien. Bah, je crois que on a fait le tour, c'est trop bien. On aurait pu approfondir, mais après on partait effectivement sur plusieurs heures de discussion. En tout cas, merci beaucoup. C'était riche, je trouve. Enfin, j'ai même pas les mots tellement il y a eu de réflexion, de partage, de remise en question aussi, qui peuvent parfois pas blesser ou heurter, mais en tout cas chafouiner, Chamboulé. j'ai envie Ouais. tu vois, irriter un petit peu parfois quand on prend conscience que ah oui, en fait, j'étais pas autant la belle personne que je m'imaginais et que je m'inventais. Mais c'est important et salutaire d'avoir ce retour et cette conscience sur soi. Donc, merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. C'était trop chouette. Bah merci à toi. Ouais, c'était hyper intéressant comme conversation. Et et oui, non, c'est vrai que j'ai un- on a ouvert un peu plein de portes et puis j'ai lancé un peu plein de trucs comme ça qui mériteraient peut-être des explications plus approfondies. Mais oui, comme tu disais, sinon on est là pour 20 heures. Et puis je suis même pas forcément la personne pour, comment dire, la plus à même de donner des réflexions approfondies là-dessus. Mais c'est un peu aussi, voilà, peut-être finir là-dessus aussi, c'est un peu mon approche de tisser des liens et d'ouvrir des portes. Et par exemple, voilà, avec les lettres et puis avec ce que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a beaucoup de ressources. Je cite beaucoup de personnes, de livres, de podcasts. Voilà, moi j'aime bien tisser des liens, mais après, le but, c'est aussi de redonner la parole à des personnes qui, voilà, en parlent mieux que moi sur tous les sujets politiques, sociaux, etc. Euh, donc, je pense que les cartes, elles peuvent nous amener à commencer à questionner de ça. Et puis après, voilà, il y a un monde infini de ressources dans lesquelles on peut se plonger si on a envie d'explorer un peu plus, même si ça pique parfois. Exactement, un espace d'exploration qui est laissé à la liberté, à la responsabilité de chacun et chacune. Parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons, mais juste pour faire des partages Ouais, et ouvrir des portes, comme tu disais. C'est vrai que c'est un terme, une image intéressante d'ouvrir des portes. Après, chacun la passe ou la passe pas. exactement. Mm. Du coup, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir déjà un petit peu ces espaces d'exploration, on peut te retrouver sur ton site internet, Mhm. mathildemorinière.com, Mhm. sur Substack. Sur À chaque, Substack, à ouais. chaque fois, j'ai envie de mettre un R, mais non. Et donc, ou newsletter. Et sur Instagram. C'est ça. Est-ce que j'ai raté d'autres sources? Non, c'est vraiment les trois plateformes ouais, sur lesquelles il y a des infos et sur lesquelles je partage des choses et puis qui peuvent vous rediriger après si voilà, vous voulez aller plus loin. Ouais, je mettrai tout ça en barre de description. Et puis, bah, merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci, ouais, merci beaucoup pour cette invitation et cette conversation. Avec plaisir. Et oui, rappelons-le quand même, si les personnes autour de Marseille peuvent aussi te retrouver en présentiel à travers le yoga, des ateliers, des consultations, peut-être aussi en présentiel. Tout à fait, ça m'arrive. Ouais. Voilà. Donc à l'occasion, et puis moi je sais que il faudrait que je fasse un petit déplacement sur Marseille. Je te ferai signe le cas échéant Ah bah parce que avec plaisir. Ouais. il se trouve que le département des Bouches-du-Rhône est le département vers lequel j'envoie le plus de commandes. C'est vrai? Bah ouais. Ah, bah, je suis hyper surprise. J'aurais été sûre que c'était à Paris.
Ben non, finalement. Alors peut-être que si j'agglomère toute la région parisienne et l'Île-de-France, oui, mais en termes de département, c'est le 13 qui arrive en tête, en pole Ah, c'est position. génial. Mm. Est-ce que c'est parce qu'on est, je sais pas, justement Marseille, Tarot de Marseille? Peut-être, Est-ce peut-être que... qu'il y a une attractivité particulière. Je sais pas. Ou juste des personnes qui commandent le plus souvent, puisque c'est en termes de nombre de colis que j'ai Ouais, ces statistiques-là. ok. Donc, il faudrait que je creuse pour C'est avoir plus de intéressant. détails. Moi, je m'en serais pas douté, mais ça me fait plaisir de le savoir. Je me dis que je suis au bon endroit. Et donc, du coup, c'est vrai que ça serait chouette que je fasse un petit stop à l'occasion sur Marseille pour organiser un petit thé, un petit goûter, une petite rencontre. Ouais. Donc, je te Bah, ferai avec signe, plaisir. on organisera quelque chose. Ah ouais, carrément. Merci encore, à bientôt. Ouais, merci à toi, Et à très merci à toutes vite. celles et ceux qui auront pris plaisir, je n'en doute pas, à entendre et partager cette conversation avec nous. À bientôt.